Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour explorer notre sujet favori à l'étudiant, l'orientation. Les jeunes Français sont-ils stressés ou confiants dans leur avenir? Sont-ils satisfaits de leur choix d'orientation? Sur qui ont-ils pu s'appuyer pour mener leur démarche? A l'inverse, de quoi ont-ils manqué? Que pensent-ils de Parcoursup? Merci d'être avec nous car nous allons répondre ensemble à toutes ces questions et bien d'autres. Bienvenue donc à la restitution de la vague de printemps de notre baromètre de confiance dans l'avenir des 15-20 ans. Un sondage qui s'intéresse à l'orientation et à sa plateforme incontournable Parcoursup. C'est la 3e année consécutive que nous menons cette étude. Nous pouvons donc maintenant observer des tendances et des évolutions. Tendances et évolutions que nous allons explorer avec nos invités. Bonjour Blandine. Bonjour Ariane. Ça fait donc 3 ans que nous travaillons ensemble et vous êtes directrice de clientèle chez BVA Opinion. Tout à fait. Bienvenue. C'est ça. Thibaut, bonjour. Bonjour. Toi aussi, évidemment, tu suis ce baromètre depuis son lancement en 2020 et tu es le rédacteur en chef adjoint à la rédaction de l'étudiant en charge des pôles orientation scolaire, sciences et écologie. Nos sujets du jour sont donc au cœur de ton travail au quotidien. Alors Blandine, qui dit sondage, dit sondé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces 1600 jeunes que nous avons interrogés? Bien sûr. Effectivement, nous avons interrogé exactement 1609 jeunes. Ce sont des jeunes que nous avons interrogés par Internet, que nous avons interrogés en avril. Et ce sont des jeunes dont le niveau d'études est compris entre la seconde et Bac+2. Voilà pour le profil de ces jeunes. Très bien. Alors, évidemment, notre sondage s'intéresse à la confiance dans l'avenir. Donc, la première question, Blandine, c'est effectivement, on leur demande s'ils se sentent inquiets et vis-à-vis de leur orientation. On sait que à la fois les jeunes et leurs familles, c'est une question qui parfois peut justement inquiéter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières années de ce point de vue? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut noter cette année, c'est que le niveau d'inquiétude est élevé. On a 83% des jeunes qui se disent inquiets par rapport à leur choix d'orientation. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que les plus inquiets, ce sont les femmes et les étudiants. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ce niveau d'inquiétude est en légère baisse. Ils étaient 86% à se dire inquiets les 2 années précédentes et ils sont maintenant 83%. Donc une légère baisse de 3 points. Alors, on a une autre question qui confirme un petit peu cette baisse éventuellement de l'anxiété et du stress vis-à-vis de l'orientation. Alors, Thibaut, on leur a demandé comment ils se sont sentis au moment de faire leur choix. Et là aussi, donc, on a le sentiment de stress qui a baissé 71%, on est passé à 75%. L'année dernière était 75%, pardon, oui. C'est 71% cette année. Et le fait de se sentir perdu, c'est 57% cette année versus 60% l'année dernière. Alors, qu'est-ce que nous disent ces baisses? Qu'est-ce qu'elles traduisent finalement comme sentiment? En fait, c'est un contexte qu'on peut replacer dans l'ensemble du sondage, c'est que pour la première fois cette année, depuis longtemps, les lycéens en tout cas ont eu une année scolaire à peu près normale, sans hybridation, sans cours dédiés, sans report du calendrier du bac, sans annulation d'épreuves. Donc ce que ça nous dit peut-être, c'est un peu plus de sérénité. C'est ce qu'on va avoir tout au long du sondage, donc ce n'est pas des chiffres spectaculaires, mais c'est une tendance, je ne sais pas, on verra si la tendance se confirme, il faut quelques années, mais en tout cas c'est un début de fléchissement qui peut être expliqué par une stabilisation un petit peu et des conditions d'enseignement au lycée en tout cas meilleures. On l'a vécu nous-mêmes aussi en tant que professionnels, donc peut-être une stabilisation, on va voir ça ensemble. Alors, il y a une forte évolution, et alors cette fois-ci elle est très positive, c'est-à-dire que la satisfaction face au choix d'orientation, on frôle les 80% de taux de satisfaction, Thibaut, toujours. Alors, est-ce qu'il y a une explication? Tu parlais de la sortie de crise. Est-ce qu'on est enfin stable? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la donnée 80%, elle prend en compte les lycéens. Et que chez les terminales générales, on a 89% par exemple. C'est donc que justement, là, on a une réforme du bac qui s'est plus installée. On a des choix qui sont déjà plus documentés. Et quelque chose que les élèves ont pu préparer sereinement. Donc, c'est justement la sortie de crise. Voilà. Je pense qu'on y est, je pense qu'on commence à avoir des parcours qui sont un peu plus choisis. Maintenant, ça montre des inégalités, on en reparlera plus tard, mais sur Parcoursup, la satisfaction n'est pas tout à fait la même. On va reparler de ça tout de suite après. Alors, puisqu'on est en train de parler de taux de satisfaction qui s'améliore et de confiance, Blandine, on sait que quand on s'oriente, bien entendu, c'est pour préparer son avenir. Et les choix d'orientation opérés par les jeunes, on leur a demandé en quoi le fait d'opérer ce choix pouvait leur donner confiance. Alors, quels sont ces domaines? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que sur le long terme, effectivement, les jeunes sont globalement assez confiants par rapport à l'impact de leur choix d'orientation sur l'ensemble des items qu'on a testés.
plus précisément, ils sont très largement majoritaires à penser que ces décisions vont leur permettre de décrocher un diplôme. Ils sont 71%. Ils pensent aussi que ça va permettre de donner du sens à leur parcours. Là, on est aussi à 71%. Et ils sont également 7 sur 10 à penser que ça va leur permettre d'évoluer dans leur carrière. Et cette année, un fait vraiment très intéressant, ils sont 56%, donc une majorité, à penser que leur choix d'orientation va leur permettre de trouver un emploi rapidement. Ce qui est vraiment très intéressant puisque ce score n'avait jamais été atteint dans le baromètre. On était à 44% il y a 2 ans, donc ça veut dire une hausse de 12 points en 2 ans, donc c'est vraiment très marquant. Ah oui, là c'est assez important. C'est le taux qui a le plus augmenté finalement par rapport aux domaines de confiance sur lesquels Exactement, c'est la plus forte évolution, tout à fait. Et bien du coup Thibaut, est-ce que tu peux nous dire si cette confiance pour trouver un emploi, elle est liée à quoi? La conjoncture ou finalement une confiance dans sa formation pour trouver un travail qui serait renouvelé ou affirmé? On peut dire qu'il y a peut-être une conjoncture un peu plus efficace. Après, sur l'emploi en tant que tel, difficile de se prononcer. On sait que, voilà, disons que, sortie de crise, hein, je vais y revenir souvent, mais je pense vraiment que ça a un impact sur ce que disent les jeunes. Après, ce qu'on observe sur cette partie, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la différence de perception à partir de la terminale. Oui. C'est assez rigolo. Selon le niveau d'études, effectivement, la perception est différente. Voilà, les élèves de terminale veulent gagner en indépendance beaucoup plus que les premières. Et ça veut dire quoi? Et c'est rassurant pour tout le monde, le bac est toujours un point de bascule en fait. C'est l'arrivée dans l'âge adulte, c'est-à-dire à partir du moment où on passe le bac et où on est dans le supérieur, il y a des visions complètement différentes de la... Ben voilà, les élèves n'ont pas forcément les mêmes attentes. Et se permettre d'avoir des envies d'indépendance justement. Et on a quitté le cocon familial des parents et ça se ressent un petit peu dans les chiffres. Bon, ben ça c'est intéressant, on va avoir l'occasion évidemment de développer cette prise d'indépendance et pour prendre son indépendance, évidemment, il faut avoir confiance en l'avenir et en ses capacités. Alors au-delà de l'état d'esprit finalement des jeunes en mai 2023, on a évidemment cherché à connaître les critères de choix, alors là plus précisément des lycéens en matière d'orientation. Cette année, on a noté que pour faire leur choix, eh bien, le goût personnel a été peut-être plus prégnant et les a plus motivés, on va dire. Et ensuite, en revanche, il y aurait une baisse, Thibaut, et ça c'est peut-être un peu étonnant, le fait de choisir un domaine dans lequel on a le sentiment qu'on va avoir la capacité à réussir. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est étonnant finalement? Moi j'ai le sentiment que, c'est aussi le sentiment qu'on a à la rédaction, que les jeunes sont peut-être un peu moins pragmatiques. Ils vont aller vers des choses qui les intéressent. On parle beaucoup du sens qui est donné dans le travail personnel des jeunes, dans l'introspection, dans la recherche d'une formation ou d'un métier qui a du sens. Ça se ressent un petit peu dans ces chiffres du sondage justement parce qu'on va moins parler de choses très terre à terre et vraiment plus sur je vais faire ce qui me plaît. Et voilà, c'est peut-être ce qui pourrait expliquer le paradoxe. Et encore une fois, c'est justement le fait d'avoir des conditions d'enseignement qui ont été plus sereines cette année et beaucoup moins chamboulées par des éléments externes et finalement à l'éducation qui permettent d'avoir cette projection-là. Finalement sur leurs envies, sur la nature des disciplines, des cours et puis de ce qu'ils pourraient faire demain. Et ça va dans le même sens aussi avec cette baisse de critères autour de l'argent finalement. Le coût des études, la rémunération qu'ils pourraient attendre une fois dans la vie active. Alors là, en pleine inflation, bon... Ah, c'est bizarre. Surprise ou pas? Surtout que, alors je ne veux pas spoiler la fin, mais oui, on a aussi une question sur l'inflation, ça arrive. Mais en fait, ça peut aussi, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que quand on va chercher une formation qui a du sens, on va mettre l'aspect pécunier au second plan. Et puis par ailleurs, bon, alors on connaît l'écosystème, mais les formations les plus enrichissantes d'un point de vue académique, c'est pas les plus chères. Est-ce qu'il y a un lien aussi? On peut éventuellement tirer ce fil-là. À voir. Effectivement, on verra l'année prochaine si ça se confirme. Alors, il y a un autre choix que font les jeunes. On a bien sûr l'orientation pour le supérieur et on a aussi le choix des spécialités au lycée. Alors, on sait que la réforme, elle a eu un petit peu de mal à se mettre en place, mais en tout cas, du côté des choix des spécialités, on leur a demandé chaque année de se prononcer. Et nous, ça fait 3 ans qu'on leur demande dans quel état d'esprit, finalement, ils ont fait leur choix. Alors, de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on note cette année, Thibaut? Eh bien... disons que c'est assez équilibré. Il y a le choix d'abord de faire la spécialité que j'ai envie de faire, c'est-à-dire vraiment rechercher les disciplines qui intéressent. Et là-dessus, on est sur quelque chose qui correspond à l'esprit de la réforme quand elle a été mise en place.
Mais les jeunes et le corps enseignant, évidemment, a bien compris que les choix dès la première sont déterminants dans l'orientation. Oui. En tout cas, certains choix ferment des portes, c'est sûr, on le sait très bien aujourd'hui. Donc, ça a été aussi pris en compte, la capacité à faire des études après ces choix-là, ce qui ne va pas dans le jeu de la réforme, puisque l'idée, c'était de ne pas faire une orientation trop précoce. Mais de fait, la réforme a avancé l'orientation, ça a été bien pris en compte, et il y a cet équilibre qu'on observe entre je veux faire des études et m'y épanouir, parce que j'ai fait aussi des choix qui m'intéressent. Et la capacité à réussir, par contre, est un petit peu en retrait. Encore une fois, c'est moins sur la réussite, c'est plus sur les goûts. D'accord, mais alors c'est vrai que là, la réforme elle a été mise en place il y a plusieurs années, donc maintenant les premiers qui ont suivi des spécialités sont entrés dans le supérieur, donc on sait quelles spécialités ils ont suivies et comment les formations finalement les ont sélectionnées ou les ont intégrées dans leur formation. Donc là, finalement, les jeunes peuvent s'appuyer sur des faits réels, des chiffres, et prendre des décisions qui sont peut-être plus pragmatiques au-delà des goûts personnels. Exactement, des qu'on pourrait se chiffres, dire. c'est documenté, c'est même, il y a même un simulateur sur le site de l'étudiant qui permet de voir, Oui, en fonction c'est vrai. des études qu'on veut faire, quelles spécialités ont été choisies par la cohorte précédente, etc. Donc il y a des outils maintenant qui Il y a des permettent vraiment de outils, documenter tout ça. Les choses sont plus claires. Mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas quand on va reparler de Parcoursup. Alors, il y a un autre point fondamental, évidemment, quand on s'oriente, Blandine, c'est que pour s'orienter, on a parfois besoin d'aide. Et alors, à qui est-ce que les jeunes que nous avons sondés font confiance et est-ce qu'il y a des surprises par rapport justement aux référents auxquels ils vont s'adresser? Oui, alors tout d'abord, sans surprise, pour les aider dans leur cheminement, les jeunes font avant tout confiance à leur famille. Alors c'est assez logique, c'est 41% des citations pour la famille, donc vraiment en numéro 1, avant de se tourner vers leur professeur. Là, on est à 24%, et un expert métier, juste en dessous. Et ils sont 14% à citer le site d'information de l'étudiant. Très bien. Et par contre, un point qui est peut-être un petit peu plus étonnant, alors qu'on aurait pu imaginer une certaine influence des réseaux sociaux sur les jeunes, une petite influence, bah là, en fait, les réseaux sociaux sont très peu cités. On est autour de 6%. Donc, en fait, très peu d'influence des réseaux sociaux sur ce point pour les jeunes. Bon, on reviendra aussi sur ce point parce qu'on les a également sondés sur leurs sources d'information. Là, c'est plutôt pour aller chercher un accompagnement, de l'aide, des conseils ou des éléments pour se décider. Alors justement, quand on parle de confiance dans l'avenir, Blandine, on se dit que pour aller de l'avant, on a besoin d'avoir confiance en soi, mais aussi de se sentir accompagné. On vient de parler de ces référents. Alors, cette année, c'est quand même aussi très positif. Il y a une évolution favorable. Les jeunes se sentent mieux accompagnés finalement dans leur démarche d'orientation. Exactement. En fait, cette année, ils sont la majorité des jeunes à se dire bien accompagnés. Ils sont cette année 59%. Et là, on est en forte hausse puisqu'on n'était qu'à 48% les 2 années précédentes. Donc, on passe la barre des 50%. Et là, du coup, c'est un sentiment qui devient majoritaire. Donc, une hausse vraiment importante. Et là, je dirais, on pourrait peut-être même faire un petit raccourci. C'est qu'on a vu que la sortie de crise, elle donne confiance aux jeunes, mais elle peut aussi donner confiance aux adultes et aux référents. Donc finalement, qui se sentent peut-être eux-mêmes plus en mesure d'accompagner les jeunes. Et finalement, on a peut-être un cercle vertueux entre ces jeunes gens qui se sentent bien accompagnés et leurs accompagnants, leurs enseignants, leurs familles, etc., qui, eux, se sentent en mesure de peut-être mieux les accompagner. Alors, certes, ils sont bien accompagnés, mais on leur a quand même demandé si quelque chose leur avait manqué. Thibaut, évidemment. On essaie d'aller jusqu'au bout de l'analyse dans notre sondage. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui leur ont manqué et lesquelles? Et puis ensuite, est-ce qu'à ce moment-là, il y a une différence aussi de perception il m'a manqué quelque chose pour faire mes choix, selon la formation suivie par le jeune? Alors globalement, ce que ça montre, qu'est-ce qui m'a manqué, c'était des contacts avec, alors ici on parle de professionnels du secteur, on parle des étudiants du niveau supérieur. Plus globalement, ce qui manque on est sur l'ordre de 6 sondés sur 10 à peu près à chaque fois, c'est le lien avec l'étape suivante. C'est-à-dire que les jeunes ont besoin de se projeter sur l'organisme d'après, si on veut, c'est-à-dire après le lycée sur le supérieur, et il faut faire un lien pour ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans des contacts avec des professionnels du secteur qui l'intéressent, alors c'est surtout les étudiants d'université qui se sont dit que ça manquait, alors que les terminales professionnelles, par exemple, majoritairement n'ont pas ressenti ce manque-là. Évidemment, les terminales professionnelles passent du temps en entreprise, elles ont du stage, donc et là, il y a du lien qui se crée. Plus facilement. Et là où cette demande d'étape, finalement, alors je disais l'étudiant en université, en IUT, globalement, c'est aussi les étudiants qui sont plus en demande de cette
prochaine étape-là, plus que les lycéens. D'accord. Alors, moi, je vais tirer le fil d'étudiants aussi, mais on a combien de salons pour étudiants et combien de salons pour lycéens? Voilà, donc ça s'explique aussi par le fait que l'orientation, c'est un processus qui est très centré sur l'accompagnement des plus jeunes. Et finalement, on observe que même à Bac+2, les jeunes sont en demande de visibilité Pour finalement une sur poursuite leur choix. d'études ou même une réorientation éventuellement, connaître les passerelles également qui existent. Exactement. euh, Même si voir, on voit des étudiants sur nos salons d'ailleurs. Ça, Oui, tout à fait. Et on a aussi des lecteurs étudiants sur Bien notre sûr. site. Et alors, tu parlais de l'étape d'après, le contact avec les professionnels, est-ce que c'est quelque chose qui est cité également dans les souhaits pour Oui. se projeter? 61% des sondés estiment qu'ils n'ont pas eu assez de contact avec les professionnels. D'accord. Sur un secteur en tout cas qui leur fait envie. Pas forcément sur tous les D'accord. secteurs, mais sur le secteur qui les attire. Donc en fait, mieux comprendre les formations et le système qui va Mm. les accueillir après, quel que soit le niveau d'études, et ensuite se projeter encore peut-être dans un stade ultérieur encore, avec des contacts avec des professionnels pour découvrir les métiers et éventuellement l'entreprise. Très bien. Donc on l'a vu, les jeunes ont leurs propres critères de choix. Parfois, il manque de certaines données. Donc on est tous là, effectivement, en tant que professionnels, les médias et puis les professionnels de l'orientation pour les accompagner. Alors évidemment, Étudiants est un média, vous le savez, qui existe depuis 50 ans. Donc, on s'intéresse aux sources d'information des 15-20 ans et en matière d'orientation. Alors, Blandine, on les a listées. Dans quel ordre apparaissent-elles chez les 15-20 ans? Alors, en fait, parmi les différents moyens d'information pour s'orienter, les jeunes se renseignent d'abord en numéro 1 sur Internet, les réseaux sociaux, lors des journées portes ouvertes ou grâce à la documentation dans les lycées et l'université. C'est vraiment la source d'information numéro 1, on est à 47%. Ensuite vient la famille. Pas très loin derrière, on est à 41%. Et juste derrière encore, les sites Internet spécialisés dans l'orientation. 39%. Et ils sont un tiers d'entre eux à se rendre au salon de l'orientation de l'étudiant pour se décider. Très bien. Voilà, donc, en pour fait, ces ils sources varient d'information. les sources d'orientation et on a des taux qui sont assez hauts pour chacune des Tout sources à fait, d'information. ouais, ouais. Pardon. On a des taux qui sont assez hauts pour chacune. Ça veut dire qu'en fait, ils se multi-renseignent. Exactement. Des taux assez bien. élevés et assez proches finalement. Il n'y a Oui. rien qui se dégage de façon très nette. Il y a plusieurs sources d'information. Ça regroupe un peu l'idée qu'effectivement l'orientation, ça reste quelque chose d'à la fois crucial et complexe. Donc on a besoin finalement d'une multitude d'informations, de sources d'informations et de référents pour bien se décider. Alors orientation, évidemment, on ne peut pas en parler sans observer la plateforme de référence Parcoursup. Alors elle existe depuis 6 ans et nous sondons nos jeunes depuis 3 ans. Alors est-ce qu'il y a des évolutions dans la perception qu'ils ont de Parcoursup et sur quel thème ? Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'entre 2021 et 2022, donc l'an dernier, il y avait eu de fortes évolutions sur l'ensemble des items testés. Là, cette année, on est plutôt sur une certaine stabilité par rapport à l'an dernier. Il y a quelques écarts, mais c'est beaucoup plus stable que l'an dernier. On avait eu vraiment des grosses baisses. Alors là, sur Parcoursup, si on commence peut-être par les points positifs, oui. Commençons par ça. La plateforme est appréciée là par une majorité des jeunes pour son accessibilité. Ça, il n'y a pas de souci. Sa lisibilité, sa simplicité d'utilisation et pour l'utilité des informations. Donc ça, là-dessus, pas de souci. Par contre, les points plus négatifs, c'est qu'on est sur une minorité de jeunes qui pensent que la plateforme est efficace, qui pensent qu'elle est intuitive et qu'elle répond à leurs questions. On n'a qu'un tiers des jeunes, 34%, qui nous disent qu'elle répond bien à leurs questions. Donc là, c'est quand même assez bas. Et le fait qui est assez marquant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a moins d'un quart des jeunes, 24%, qui pensent que Parcoursup permet un accès équitable à l'enseignement supérieur. Donc une forte baisse. Voilà, on donc va en parler. C'est vrai que c'est quelque chose effectivement qui est assez persistant et qui s'accentue cette année. Alors, nous sommes le 31 mai, demain, 1er juin, les jeunes vont commencer à avoir leur première réponse parce que c'est l'ouverture de la phase d'admission. Alors, au moment de savoir si l'accès est équitable au supérieur, c'est effectivement un problème, Thibaut. Comment est-ce qu'on peut analyser finalement cette forme de méfiance vis-à-vis de cette plateforme qui doit leur permettre de faire des vœux et d'accéder finalement aux études supérieures? Eh bien, c'est curieux, c'est vrai que là, ça descend terriblement, puisqu'on était quand même sur 37% il y a 2 ans, qui pensaient que ça permettait un accès équitable. On n'était pas une majorité, mais c'était quand même un tiers, là on est à moins d'un quart.
L'idée, c'est, il y a une méfiance évidemment, les jeunes sont attachés au principe d'égalité et d'équité sur l'accès à l'enseignement, ça on le voit d'une manière générale de toute façon, Oui. quand je reparle du sens évidemment, mais ils sont quand même attachés à ça. Ce qui est pointé du doigt sur Parcoursup depuis longtemps, c'est l'opacité des procédures. C'est-à-dire tout que à fait. Parcoursup, alors c'est un site qui est lisible, mais la Mm. procédure, elle n'est pas 100% transparente. C'est-à-dire comment le dossier est analysé, comment il est Exactement. géré et comment finalement les formations vont donner une réponse. Donc là, il y a deux choses. Il y a toujours le fameux algorithme et puis comment finalement les formations elles-mêmes vont observer le dossier de chacun des candidats. Alors concrètement, C'est ça. ces informations, on les trouve en plus. C'est-à-dire Oui. que ces informations, elles sont accessibles, disons qu'elles sont trouvables. C'est pas facile, mais il faut demander à chaque formation comment elle a D'accord. paramétré son algorithme. D'accord. Les procédés sont différents, évidemment, d'une formation à une autre, et même d'un établissement à l'autre. Alors, par exemple, sur deux licences, peut-être deux écoles qui vont fonctionner différemment Oui, oui. alors qu'elles sont dans le même champ d'application. Tout à fait. Donc voilà, il y a cette défiance-là. C'est quand même un processus assez compliqué. Il y a 20 000 formations sur la plateforme, alors 13 000 hors apprentissage. Et puis, Puis un voilà, processus long aussi, c'est-à-dire qu'on leur en plus, c'est demande long. de commencer à se renseigner. Alors là, on est dans la phase d'information à partir du mois de décembre. Et là, c'est plutôt positif. Ils trouvent ils utilisent finalement la plateforme comme Oui. une source d'information complémentaire des autres que nous avons mentionnées. Ils la trouvent lisible et claire, mais elle ne répond pas à leurs questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils y trouvent qui serait utile, mais qui finalement ne répond pas à leurs questions. C'est assez paradoxal. Ça, c'est un défi, justement. Alors, pour le coup, on peut. Le point fort de Parcoursup, c'est qu'ils se remettent en question tous les ans. C'est-à-dire que Oui. l'équipe qui gère Parcoursup va chaque année faire des sondages sur les personnes qui l'ont utilisé Oui. et puis regarder ce qu'on peut améliorer. Et C'est c'est ça. systématiquement, d'une année sur l'autre, il y a plus d'infos dessus. Mhm. Des nouvelles fonctionnalités Ouais, c'est ça, également. et des nouvelles fonctionnalités. Puis il y a aussi un effort de fait sur la lisibilité, justement. C'est un site qui est plus facile à utiliser. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Alors évidemment, Très ça touffu. fournit des informations utiles vu tout ce qu'il y a, c'est sûr. Est-ce que ça répond aux questions? Il y a la question de la transparence, c'est la question de comment on est sélectionné. C'est pas forcément facile à trouver sur Parcoursup, voire ça y est pas parce qu'il faut contacter les Oui. formations. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi trop d'informations? Je ne sais pas, c'est une Et hypothèse. puis hein, c'est mais une information il faut qui s'y est retrouver délivrée peut-être de manière un peu, comment dire, plate, sans mise en perspective. Oui. Après, chacun son métier. Évidemment, nous, à la rédaction de l'étudiant, on essaye d'expliquer les choses, de donner des conseils, de donner des éléments concrets qui permettent aux jeunes de se positionner par rapport à leur profil, leurs envies, leurs études, leur niveau, etc. Et puis ensuite, découvrir les possibles. Là, effectivement, on est peut-être plus sur une plateforme qui donne des éléments un peu à plat. Voilà, il y a telle formation, elle a telle procédure de recrutement, son taux de sélectivité, les jeunes l'année dernière avaient telle moyenne au bac, etc. Des éléments qui sont peut-être très concrets, mais pour s'y retrouver concrètement en tant que jeune, peut-être pas si simple. C'est pas si simple. Et puis, il y a aussi une dernière chose par rapport à Parcoursup, c'est que c'est un centre d'attention terrible Oui. au printemps et à la fin Qui de crée l'hiver. du- Parcoursup Du est stress. très attendu, ça crée Ouais. du stress et de l'inquiétude, justement parce que c'est une étape qui devient incontournable Mhm. pour beaucoup de jeunes, même si 44% trouvent que c'est utile, mais en fait, on est quand même sur une étape qu'on ne peut pas rater. D'ailleurs, ce qu'on voit dans le sondage, alors moi je m'attendais à ce que ça remonte un peu cette année, parce que l'an dernier, quand on a fait le sondage, il y a eu beaucoup de baisses sur, disons, tous les points forts de Parcoursup étaient en très forte baisse, mais on était en pleine période de présidentielle, Oui. et Parcoursup était devenu un objet politique. Donc là, c'était vraiment, tout le monde tirait dessus à boulet rouge, vraiment pour dire Parcoursup c'est Oui, fini, etc. c'est vrai. Et en fait, on a gardé la tendance cette année, puisque ça remonte pas facilement Non. hein, sur les petits points. Donc en fait, on est resté aussi dans cette image très négative de Parcoursup d'un point de vue politique. Bon, donc, il y a encore des efforts à faire pour permettre aux jeunes de s'orienter. On a cet outil qui est Parcoursup, et puis effectivement, l'ensemble alors, les médias, et puis les professeurs, on l'a vu, les familles, et les formations également lors des salons ou des journées portes ouvertes qui vont à la rencontre des jeunes pour leur permettre de mieux comprendre comment on intègre une formation et comment ça va se passer demain. Parce que ça, c'est un autre sujet qui, évidemment, n'est pas du tout visible sur Parcoursup. Et alors, pour terminer sur Parcoursup, on leur a aussi demandé s'ils avaient reçu une réponse favorable à leurs vœux prioritaires. C'est-à-dire, alors les vœux prioritaires qui s'étaient imaginés, eux, prioritaires, puisqu'on ne les classe qu'à partir de la phase complémentaire, pour ne pas dire de bêtises. Alors, donc, il y en a 53% qui répondent oui plutôt. Bon, on monte à 60% pour les étudiants en IUT université. Alors ça, est-ce que c'est logique, j'allais dire, par rapport au fonctionnement de la plateforme et par rapport au nombre de vœux, finalement, que vont pouvoir émettre les jeunes, qui est assez nombreux
Oui, 53%, c'est difficile à lire, puisque finalement Parcoursup lui-même fait une enquête de satisfaction aussi. Oui. Avec des chiffres un peu plus élevés. Donc, après, nous, il y a aussi les Bac+2, alors que Parcoursup prend que les Bac+1. Donc, C'est il y a vrai. peut-être ça qui vient C'est expliquer les choses. On voit qu'à l'université, la satisfaction est un peu plus élevée, ce qui paraît logique, puisque c'est non sélectif, donc les Oui. candidats sont moins Il y a plus déçus. de réponses favorables peut-être. Oui. Voilà, en plus, il y a plus de place dans les licences en général que dans les prépas. Bien sûr. J'enfonce des portes ouvertes, mais il y a aussi cet aspect-là. Certaines licences. Elles ne sont pas toutes Oui, évidemment, les effectivement, licences en sélectives, tension, ça ne marchera pas. ou double licence. Et puis, voilà, donc ce que ça nous dit aussi, c'est qu'avec 53% de favorables et 36% de défavorables, il y a quand même 11% qui se disent « je sais pas ». Alors quand on dit « est-ce que tu es content de ton choix d'orientation ?» tu dis « je sais pas », c'est plutôt un non. Oui. On peut l'estimer comme ça, c'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas ultra épanoui dans son champ Oui, de, puis 53%, c'est très peu finalement. dans sa formation. À la fois c'est beaucoup parce qu'il y a beaucoup de vœux, à la fois c'est peu parce que donc voilà, c'est difficile à lire. Ce qu'il faut regarder sur Parcoursup, ce qui donne une indication, c'est le nombre d'étudiants en réorientation qui retentent la deuxième année. Il y en a eu beaucoup C'est ces 2 dernières années en fait. Ouais, c'est systématiquement de l'ordre de 200 000 candidats, un petit peu moins peut-être, en réorientation. Ce sont des étudiants qui retentent l'année Bien suivante sûr. ou à Bac+2 sur Parcoursup Tout à fait. pour redémarrer à Bac+1 versus, il y a 600 000 lycéens à peu près pour 200 000 étudiants. Quoi. Et ça, c'est quelque chose, je dirais, à la limite de positif, de savoir qu'il y a quand même plusieurs centaines de milliers d'élèves qui se réorientent. Alors, on pourrait dire c'est négatif parce qu'ils ont besoin de se réorienter. Et en fait, c'est positif aussi parce que l'orientation, c'est pas un coup près. C'est pas je viens de passer mon bac, je fais Parcoursup et hop, je suis parti sur un rail et j'en ai pour 50 ans. Voilà. Et alors effectivement, on peut encore changer d'avis. Il y a des passerelles dans le supérieur. Ça, c'est une autre étape qui peut se dévoiler, voilà, se découvrir au fur et à mesure. Il y a la formation continue, il y a l'évolution aussi des métiers et des parcours. Donc, c'est important aussi de toujours rappeler qu'effectivement, ce moment, il est très anxiogène à la fin de la terminale, mais que finalement, il y a encore d'autres étapes d'orientation qui peuvent arriver. Et j'en profite aussi pour dire que ce soir à 18h, on aura un live avec Jérôme Teilhard, qui est le chef de mission Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur, et qu'on va regarder ensemble comment répondre aux premières réponses des formations aux vœux, puisque c'est l'ouverture de la phase d'admission demain. Et effectivement, c'est un moment crucial à la fois pour les formations, et je remercie nos auditeurs d'être avec nous aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de représentants du supérieur qui nous écoutent ce matin, et évidemment les jeunes gens qui vont commencer et leurs familles qui vont regarder tout ça. Alors, il y a une autre partie dans notre baromètre. On en profite pour sonder les jeunes sur des questions dites d'actualité, pour savoir un petit peu, dans leur état d'esprit général, au-delà de l'orientation, comment est-ce qu'ils observent leur environnement et leur quotidien. Alors là, c'est un tout autre sujet, mais qui effectivement est quand même très important et qui peut affecter la confiance dans l'avenir des 15-20 ans. C'est la persistance de l'inflation. Donc eux aussi, ils sont touchés par la hausse des prix dans certains domaines. Et alors là, c'est la deuxième fois qu'on leur pose la question. Donc on peut peut-être considérer une évolution depuis l'automne. Blandine, alors quels sont les postes de dépenses finalement qui sont les plus affectés chez cette catégorie de personnes ? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme l'an dernier, comme en 2022, c'est l'alimentation qui reste le premier poste de dépense qui est impacté par l'inflation. On est à 45% des citations. Ce n'est pas très étonnant que ça reste en première position. Parmi les autres types de dépenses des jeunes, on voit des fortes évolutions pour les mobilités, les vacances et l'énergie. Donc ces trois domaines sont encore plus impactés qu'en 2022, avec des hausses de l'ordre de 5 à 7 points. On voit que les sorties sont un petit peu moins affectées que l'an dernier, mais après le taux reste élevé, c'est en troisième position, juste derrière les mobilités. Et après, dans une moindre mesure, on voit que les frais des jeunes liés à l'habillement, liés aussi au logement, à la culture, sont un petit peu plus bas, mais ne sont pas épargnés par l'inflation. C'est logiquement, effectivement, vous parliez des transports, de la mobilité et puis de l'énergie. Justement, il y a toujours de l'énergie derrière ces deux postes de dépenses. Et on sait qu'effectivement, avec la guerre en Ukraine, plus les processus d'inflation, on a eu une augmentation du prix du coût de l'énergie, qu'il soit à usage domestique ou évidemment pour se déplacer. Et alors, c'est un autre sujet qu'on a exploré. Thibault, on leur a demandé si les crises en cours
qu'on a appelées des crises démocratiques, qu'elles soient liées justement à la guerre en Ukraine, ça fait déjà plus d'1 an maintenant, et aussi aux mouvements sociaux qui ont agité la France, et parfois les bancs des lycées et des universités ou des écoles. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui les affecte? Comment est-ce qu'ils considèrent finalement ces troubles? Alors oui, hein, la question c'était est-ce que les crises démocratiques ont un impact sur la confiance dans l'avenir? Oui. Eh bien, ça, Oui. ça affecte 59% des répondants. Majoritairement évidemment les étudiants devant les lycéens, Oui. c'est logique. C'est pas très surprenant finalement de voir que 6 jeunes sur 10 se disent affectés par ce qui se passe. Donc, on rappelle que la guerre en Ukraine, même si on s'y est fait, entre guillemets, c'est quand même la guerre qui est aux portes Oui. de chez nous. Donc ça a un effet Oui. évidemment sur l'avenir, sur les projections d'avenir, peut-être sur l'international, mais pas que. C'est vrai que le mouvement social lié à la réforme des retraites inquiète aussi. Alors on a vu on a vu les jeunes participer aux manifestations, on l'a documenté aussi nous, sur l'étudiant, les lycéens et surtout les étudiants qui ont préparé à ça. Mais finalement, ça va avoir un impact parce que les jeunes sont engagés, les jeunes ont besoin de cette recherche de sens et cette recherche d'égalité. Oui. Et là, on est vraiment sur un climat qui, démocratiquement, est un peu instable. On va dire que l'avenir ne fait pas forcément rêver, donc ça va les toucher. Et puis, c'est aussi en lien avec la question précédente, parce qu'au quotidien, 45% des jeunes qui ont réduit leur budget alimentation, Oui. c'est quand même beaucoup. Donc au quotidien, ils sont affectés par ça. Ils ressentent vraiment les effets de cette crise-là que peut-être les actifs ressentent moins parce qu'ils peuvent amortir le choc. Donc c'est aussi peut-être les premiers concernés par ça, pas par la réforme des retraites, mais en tout cas par l'inflation. Et puis voilà, donc comme je disais aussi, les élèves de seconde sont beaucoup moins concernés. Bon, évidemment, ils sont plus petits, ils sont à la maison, ils ressentent, ils sont protégés par les parents. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans les lycées privés, ce sentiment est moins présent également. On est sur une population plus privilégiée dans les lycées privés et les lycées publics. Donc il y a aussi cet aspect qui va toucher les classes les plus fragiles. Oui, peut-être les plus fragiles, effectivement, s'inquiètent plus d'une manière générale pour leur avenir. Donc à chaque fois qu'il y a un trouble, une crise ou quelque chose qui peut l'affecter, évidemment, ça renforce ce sentiment. Alors, avant de conclure, et puis j'incite nos auditeurs ce matin, évidemment, à nous envoyer des questions si vous en avez. On va regarder ensemble s'il y a des choses qu'on n'aurait pas précisées et qui vous intéresseraient. Alors, finalement, si on regarde un petit peu l'ensemble de notre baromètre, il y a quand même beaucoup de positifs cette année avec des évolutions qui vont peut-être dans le bon sens en matière de confiance dans l'avenir. Est-ce qu'on peut dire qu'elle progresse favorablement, Blandine, ou est-ce que c'est un frémissement et voilà? Oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a plusieurs indicateurs qui donnent le sentiment qu'il y a effectivement ce petit frémissement dont vous parlez, qui donne le sentiment que la confiance des jeunes est plutôt en progression. Alors, ces indicateurs, ça va être le fait qu'ils sont un peu moins inquiets. Alors, même si le niveau d'inquiétude est fort, ils sont un petit peu moins inquiets par rapport à leur choix d'orientation. Ils sont aussi un petit peu moins stressés. On l'a vu, même si là aussi le niveau est fort, c'est quand même en légère baisse. On l'a vu, ils sont mieux accompagnés. Dans leur choix d'orientation. Et enfin, ils sont surtout beaucoup plus confiants par rapport au fait que leur choix d'orientation vont leur permettre de trouver rapidement un emploi. C'est ça. Donc, je dirais effectivement une confiance qui a plutôt tendance à progresser. Ça sera à vérifier dans notre prochaine étude. De l'année prochaine. Et Thibaut, même sentiment, on a plutôt une progression favorable et... c'est logique aussi, sur le plan de sortie de crise. Voilà, sur le plan scolaire orientation, moi j'ai noté aussi que voilà, cette stabilisation, la sortie de crise, le fait d'avoir une année qui s'est déroulée à peu près normalement d'un point de vue scolaire, permet aux jeunes justement de se projeter sur des... Voilà, les sources d'inquiétude sont un peu en baisse, on va se projeter sur des projets porteurs de sens. Ceci dit, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer quand même les aspects politiques dont on a parlé juste à la fin. Je n'ai pas parlé de la crise climatique, mais ça vient s'ajouter aussi à ces aspects-là, parce que la confiance dans un avenir stable n'est pas présente pour beaucoup de jeunes. Prochaine. Et puis c'est lié aussi à la guerre en Ukraine, évidemment. Donc il y a ces aspects-là qui vont vraiment jouer sur le reste. Et puis les jeunes attendent de Parcoursup un vrai effort de transparence. C'est ce qu'on voit encore une fois. Il faut
Parcoursup a tout intérêt à inverser cette méfiance-là. On va voir si Jérôme Taillard en parle ce soir Tout à fait. avec On peut lui Marine poser la question. pour le live de l'étudiant. Mais c'est vrai que voilà, on attend beaucoup de Parcoursup cette année Oui, pour en tout ouais. cas remettre un petit peu d'égalité, au moins dans la perception de la Mm. jeunesse. Alors après, on parle beaucoup de Parcoursup parce que ça cristallise et que c'est l'outil phare et que, effectivement, c'est bien que tout le monde ait le même outil. Après, la question de l'orientation, on la connaît. On sait qu'elle est marquée aussi par beaucoup d'inégalités, justement, dans l'accès à l'information, à la connaissance des possibles. Et effectivement, c'est tout l'enjeu de notre média, mais aussi du travail, des formations qui vont à la rencontre des jeunes pour leur faire découvrir. Et puis, bien entendu, des enseignants qui, désormais au lycée, ont aussi 54 heures dédiées à l'orientation pour accompagner les jeunes. Alors, donc c'est plutôt positif. Et ça, c'est un élément qu'on va suivre parce qu'effectivement, depuis 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses et la tonalité n'était pas forcément la même. Alors, on n'a pas reçu de questions plus précises que ça, donc ça veut dire qu'on a été extrêmement clair. Donc, je vous en remercie encore, Blandine et Thibaut. On nous a demandé néanmoins si on pouvait avoir accès au rapport d'analyse complet. Alors, évidemment, je vous donne rendez-vous sur notre site l'étudiant.fr. Vous pourrez lire l'analyse, les analyses d'ailleurs de la rédaction, puisqu'on a plusieurs articles avec des infographies notamment qui vous détailleront un petit peu tout ce qu'on a dit ce matin. Dedans, vous trouverez le lien pour aller consulter le rapport d'analyse qui a été réalisé par l'équipe de BVA Opinion. Donc vous aurez tous les éléments. Et cette vidéo ce matin que nous sommes en train de réaliser ensemble, la vidéo de ce live, vous pourrez la revisionner évidemment s'il y a des choses que vous voulez revoir sur notre chaîne YouTube, l'étudiant TV. Et je pense qu'on la mettra aussi dans nos articles qui seront en ligne. Donc avant de vous quitter, je remercie Blandine et Thibaut pour leurs analyses et éclairages. Merci. Voilà, je vous Merci, donne Ariane. rendez-vous très vite puisqu'on va continuer à explorer nos sujets évidemment d'intérêt. Et je remercie nos auditeurs pour leur attention et de nous avoir suivis si nombreux ce matin. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et bonne phase d'admission demain pour les formations qui sont à notre écoute aujourd'hui. Au revoir.